Voilà, c'est parti. Écoutez, on va partir donc, comme je vous le disais, pour une présentation d'environ une demi-heure. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, qui vous viennent à l'esprit pendant, et on se donnera le temps à la fin de répondre à toutes les questions. La présentation qu'on va vous faire est surtout axée sur les progrès qu'on a fait, que Gullplug a fait au cours des 12 derniers mois. Alors, pourquoi les 12 derniers mois? Ça correspond à de début juillet à fin juin cette année, c'est-à-dire début juillet, c'était la dernière levée, la dernière fois où on a levé de l'argent auprès de vous, et aujourd'hui, donc fin juin. Donc, voilà. Nickel. Parfait. Donc, si je dirais, si je devais retenir une chose de ces 12 derniers mois, ben ce serait que Selfplug a trouvé son marché. Et on va détailler avec vous tout au long de la présentation ce que ça veut dire. La vidéo qu'on va vous projeter aujourd'hui, qui est une vidéo qu'on a projetée notamment au cours de EVS 35, une fois par an, il y a un grand symposium de la mobilité électrique, c'était cette année à Oslo, eh bien, elle reprend tous les éléments du consensus qu'on a trouvé avec les différents clients, et on verra et on fera un point sur ces clients. Alors, c'est quoi notre système self-plug de charge automatique? Eh bien, déjà, première chose, c'est un élément clé pour convaincre 98% des Européens qui aujourd'hui roulent encore aux véhicules thermiques et qui devront faire cette transition dans les années à venir. C'est aussi un moyen pour doubler les revenus une voiture peut générer à partir de l'exploitation de sa batterie. Self-plug est le système de recharge main libre le moins cher du marché. C'est une technologie prouvée qui est prête à être industrialisée et qui aujourd'hui est prise en considération par plusieurs des constructeurs du top 10. Alors, avant de rentrer plus loin dans la présentation, rappelons-nous 4 chiffres. Le premier, c'est qu'une voiture particulière est stationnée 95% du temps. 85% de la distance qui sera parcourue au long de la vie de cette voiture sera parcourue avec comme point de départ son emplacement de parking habituel. Seuls 20% des utilisateurs de véhicules électriques branchent leur voiture tous les jours. C'est-à-dire que 80% des utilisateurs utilisent leur véhicule électrique comme ils utilisaient leur véhicule thermique. Ils font le plein, la charge de la batterie quand la batterie est vide. Et puis, dernier chiffre, 98% aujourd'hui des Européens utilisent un véhicule thermique et devront donc faire la transition vers l'électrique dans un avenir plus ou moins proche. On parle de 2035, les choses ne sont pas encore complètement dites, mais ça tournera autour de cette date-là. Alors, Self-plug déclenche 2 disruptions. La première, le véhicule électrique est branché automatiquement dès qu'il est stationné à son point de parking habituel. Et la deuxième, c'est que justement cette connexion, elle se fait au moins une fois par jour et pour de nombreuses heures, 8, 10, 12 heures, c'est-à-dire au moment où vous rentrez chez vous et entre le moment où on rentre le soir et on repart le matin. Et ces 2 disruptions, elles révolutionnent complètement le modèle de mobilité. Pourquoi? Parce que pour les 98% de gens qui restent à convaincre, les 2 freins les plus souvent cités, c'est l'autonomie et la charge. Et comme le véhicule est connecté automatiquement au réseau, autonomie et charge ne sont plus des problèmes. Et donc, le véhicule électrique devient acceptable pour ces 98% d'utilisateurs qui ne sont pas encore convertis. Ensuite, le deuxième point, on parle beaucoup de véhicules to grid, d'utiliser les batteries des véhicules électriques pour stocker de l'énergie électrique. Tout ça, ça marche. Encore faudrait-il que les véhicules soient branchés au réseau.
et en branchant le véhicule au moins une fois par jour et pour des heures, eh bien, on double les revenus qui peuvent être générés par les services de stockage d'énergie. Et ce faisant, le véhicule électrique permet d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, puisque ce qui freine aujourd'hui le déploiement de ces énergies, c'est des capacités de stockage. Et en conséquence, eh bien, ça a aussi un impact positif sur la souveraineté énergétique de l'Europe. Donc, Self-Plug n'est pas un dispositif de confort qui va être destiné à une petite minorité, mais Self-Plug est bien un must-have qui apporte quelque chose à toutes les parties prenantes, les utilisateurs, les constructeurs, les énergéticiens et les pouvoirs publics. Donc, c'est pour ça que notre vision, c'est que 100% des véhicules électriques, à terme, seront branchés dès qu'ils seront stationnés sur leur place de parking habituelle. Et pour que ça puisse se faire, pour changer les habitudes, il faut que ce soit en automatique. Et donc, nous, notre mission, c'est de fournir le système de charge automatique le plus abordable du marché afin qu'il soit déployé le plus largement possible et le plus vite possible sur toutes les places de stationnement. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de privilégier l'attaque du marché à travers les constructeurs automobiles, puisque le parc de véhicules électriques est petit, c'est 2% du parc européen, donc on cible les 98% des véhicules qui restent à équiper. Donc, notre système, nous allons le vendre, le canal de vente principal, ce sera la première monte à travers les constructeurs automobiles. Donc, notre système sera développé avec ces constructeurs. Au cours des 12 derniers mois, on a doublé la protection de brevets du système. Donc, on est passé de 5 brevets à 10 brevets, qui sont en cours de dépôt ou en cours de préparation. L'étude de marché que nous avions faite en fin 2020 a été confirmée, et elle a été confirmée par plusieurs constructeurs automobiles, c'est-à-dire qu'un client sur deux est prêt à payer autour de 1 000 € pour un système de charge automatique ou 500 € plus 10 € par mois. Et on a retrouvé chez plusieurs constructeurs automobiles à la fois les mêmes taux, le 50%, et les mêmes prix. On intègre aujourd'hui à l'intérieur du système la wallbox, donc ça veut dire qu'on simplifie l'utilisation. Et aujourd'hui, la plupart des constructeurs proposent un ensemble véhicule, plus wallbox, plus installation. Donc vous allez chez votre concessionnaire et vous partez avec un véhicule, et puis quelqu'un qui viendra à un rendez-vous pour que quelqu'un vienne vous installer une wallbox. Eh bien, le mode de commercialisation qu'on envisage avec de plus en plus de constructeurs, c'est le même. C'est le même, sinon que vous partez avec votre véhicule qui est équipé de self-plug et quelqu'un vient vous installer la grande unit chez vous. Et ce mode de commercialisation permet au constructeur de multiplier sa marge par un facteur 2 à 3 quand il passe de la vente d'une wallbox à la vente d'un self-plug. Et c'est cet élément-là qui réussit à convaincre aujourd'hui un grand nombre de constructeurs. On a confirmé tout au long de l'année, à travers les discussions que nous avons eues avec les constructeurs, à travers les discussions qu'on a pu avoir avec les instances de normalisation, de standardisation, les salons, eh bien, on a confirmé le fait que Self-Plug est aujourd'hui le système de charge automatique qui est le moins cher du marché et donc qui est le seul qui puisse être vendu au prix où une majorité des clients est prêt à payer. Et c'est aussi le seul qui satisfait toutes les exigences des constructeurs automobiles pour un équipement de première monte, un équipement de série. Cette année nous a permis aussi de conclure des partenariats avec des industriels de la filière automobile. Alors, l'intérêt de ces partenariats,
c'est de mettre ils nous mettent à disposition des équipes qui sont formées, qui connaissent les processus des constructeurs et qui ont eux-mêmes leurs propres processus de développement qui sont prouvés. Ils ont en plus intérêt à développer les affaires plus vite, puisqu'ils coopèrent avec nous, et ils apportent un financement non dilutif, puisqu'ils acceptent de prendre à leur compte les frais de développement du système et de ses composants et d'être payés sur les ventes futures. Donc, ça veut dire qu'ils partagent le risque avec l'entreprise et avec nous, vous, les actionnaires. On parle de licenciés pour la fourniture de la véhicule unit, qui sera vendu directement au constructeur, et de fournisseurs, à la fois pour le système et les différents composants du système. Élément extrêmement important, c'est l'avancement commercial au cours de ces 12 derniers mois, puisque nous avons démarré un premier projet d'Advanced Engineering qui va conduire à un développement industriel. La décision se prendra premier trimestre de l'année 2023. On est dans la même situation. Alors ça, c'est avec un des 3 premiers constructeurs automobiles mondiaux. On est en discussion, donc on attend un request for information pour rentrer dans un projet d'advanced engineering avec un des 5 constructeurs les plus importants au monde. On a déjà fait des proof of concept, c'est-à-dire implanter notre système sur un véhicule du constructeur et que ce véhicule ait été testé par le constructeur auprès de 3, j'ai une petite faute de frappe là, de 3 constructeurs automobiles, dont un du top 3 pour des produits de 3e génération, qui est le produit que nous développons actuellement. Et puis, nous l'avons fait aussi dans le passé avec le 3e constructeur du top 3 et un des constructeurs du top 10, qui est un constructeur premium. Et ça, c'était sur des produits de génération 2. Donc, c'est des constructeurs avec lesquels on a des discussions pour refaire ces proof of concept en génération 3 dès que la génération 3 sera disponible. Et on est en cours de discussion et ce constructeur se déplace et vient à Grenoble le mi-juillet pour discuter d'un programme de proof of concept sur un de leurs véhicules et c'est un des constructeurs du top 5. Alors pour mémoire, pour ceux qui ne sont pas très au fait, top 3, top 5, qu'est-ce que ça veut dire? Les 3 premiers constructeurs dans l'ordre, alors les constructeurs sont classés en nombre de véhicules vendus, c'est Toyota, Volkswagen, Renault, Nissan. Le 4e, c'est Stellantis, donc Stellantis, c'est PSA, Fiat Chrysler, et le 5e, c'est Hyundai. Donc, on ne peut pas vous dire qui est qui dans le tableau, mais vous connaissez maintenant les top 5 et vous voyez, on discute avec l'ensemble de ces constructeurs. Et retenez qu'on est actuellement en contact fréquent avec 8 des 10 premiers constructeurs mondiaux qui sont dans le tableau. On rappelle l'impact. Self-Plug est un produit qui a un impact à la fois donc sur 6 des indicateurs du développement durable, un impact en termes d'emploi dans une filière, la filière automobile qui est fortement impactée par le passage à la mobilité électrique. C'est un impact direct sur les émissions de CO2 et c'est aussi un impact de second ordre puisqu'il va permettre d'accélérer le déploiement de l'électromobilité et des énergies renouvelables. Et donc, en plus, en permettant de développer plus rapidement les énergies renouvelables, Self-Plug contribue à rendre l'Union européenne plus souveraine en termes d'énergie. Au cours des 10 derniers mois, on a aussi musclé un petit peu notre équipe. En tout cas, l'équipe aujourd'hui est c'est une colonne vertébrale sur laquelle on va pouvoir construire. Antonin
nous a rejoint pour tout ce qui est la partie du business développement et Antoine pour tout ce qui est du développement produit. Ronan est confirmé sur les projets et c'est lui qui gère aujourd'hui les projets avec les différents constructeurs. Donc, on a maintenant une base solide et retenons aussi qu'on compte beaucoup sur nos partenaires industriels qui vont nous aider à réussir le scale-up. À partir du moment où il va falloir monter en régime, au fur et à mesure où on va lancer des programmes avec des constructeurs, on va pouvoir s'appuyer sur leurs ressources qui sont formées, qui connaissent les processus et qui ont l'habitude de travailler avec les constructeurs automobiles. En quelques mots, aujourd'hui, on est en ligne avec les hypothèses de notre business plan. Retenons quelques chiffres clés. On arrive à un point mort, c'est-à-dire à un moment où on génère du cash mi-2026. Donc, on a une période de développement qui est longue, qui est liée à l'automobile, mais on partage le risque avec des industriels de l'automobile. Donc, on a un besoin en financement en tout de 17,5 millions. On a un niveau de marge qui est élevé pour ce qui est de l'industrie automobile et on a des ventes qui vont croître très rapidement puisqu'on prévoit de dépasser la centaine de millions d'euros, de tangenter les 100 millions d'euros autour de 2027-28 et puis de tangenter ou dépasser le milliard 5 ans plus tard, en 2032. Alors, on parlait de financement. On a un besoin en financement de 17,5 millions en tout. Les partenaires industriels aujourd'hui apportent 7,5 millions en financement non dilutif et ces partenariats sont déjà conclus et ils ont déjà engagé des frais de l'ordre de 500 000 euros sur cette dernière année, sur ces 12 derniers mois. Donc, on recherche de nouveaux investisseurs et ces nouveaux investisseurs, on a déjà missionné une banque d'affaires, la recherche est démarrée et aujourd'hui, on est sur un planning pour faire un closing au premier trimestre de 2023. Les cibles que l'on vise, ce sont des industriels, des stratégiques et des family office. Et cette levée va se faire en 2 temps, deux fois, autour de 2 fois 5 millions en 2023 et au deuxième semestre 2024. Pour pouvoir choisir dans les meilleures conditions possibles ces nouveaux investisseurs, on a besoin d'un bridge. Idéalement, on a besoin d'un bridge d'1 million d'euros. Ce bridge va nous permettre de financer tout l'effort que l'on doit faire pour de go-to-market, c'est-à-dire mener les programmes qu'on a pris avec les constructeurs automobiles et négocier l'arrivée des nouveaux investisseurs dans les meilleurs termes possibles. Alors, on peut revenir dessus. On a dit, première chose, dans les 12 derniers mois, on a focalisé l'activité de Gullplug sur Self-Plug uniquement. On a cédé le business capteur et ce business nous a rapporté, d'ailleurs, cette session nous a rapporté du cash qui contribue au financement du premier semestre de cette année. On s'est focalisé sur la première monde constructeur parce que c'est le marché le plus prometteur, c'est là où il y aura les volumes et c'est là où on est capable de prendre des affaires rapidement. La croissance du marché du véhicule électrique est confirmée. Par rapport à l'année dernière, les scénarios se resserrent et se resserrent vers les scénarios hauts. On est aujourd'hui sur de l'ordre de 30 à 35 millions de véhicules électriques vendus à horizon de 2030 dans le monde. Les partenaires industriels partagent le risque avec l'entreprise et apportent, en plus de leurs compétences, 7,5 millions de financement non dilutif. Et le point important, c'est l'avancée en termes de clients avec des programmes en cours ou en discussion avec 4 clients du top 5. Et puis, dernier point, le processus de recherche de nouveaux investisseurs est lancé
le lever est retenu, les cibles sont prédéfinies et la fin est prévue pour le premier trimestre 2023. Alors, si vous voulez, je dirais en conclusion, Selfplug, au cours de ces derniers mois, a trouvé son marché. Les 12 prochains mois, Gulplug devra trouver les nouveaux investisseurs qui vont prendre le relais de cette nouvelle phase de développement de l'entreprise. Ma conviction, compte tenu des succès que nous avons remportés au cours de ces 12 derniers mois, c'est que Selfplug ira sur le marché et qu'aujourd'hui, la question, c'est est-ce que nous écrirons ensemble, vous et nous, vous les investisseurs et nous en tant qu'investisseurs aussi, en tant que manager, cette nouvelle page de l'histoire de Gulplug et de Selfplug. Et le risque, c'est que cette page, elle soit écrite par d'autres. Et le risque, il arrive si on n'est pas capable de lever de l'ordre d'1 million, là, dans les semaines qui viennent, qui vont nous permettre de continuer à enregistrer des succès commerciaux et à trouver, sélectionner les nouveaux investisseurs. Et la condition du succès, c'est d'arriver à lever rapidement ce million d'euros. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la partie présentation. On a un peu moins d'une demi-heure. Et si vous le voulez, je pense qu'il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées. Non, je vous les retrouve. Ah. Donc, il faut qu'on sorte, il faut qu'on arrête de partager. Autant pour moi. Je vais arrêter le diaporama. Je vais arrêter le partage. Et voilà. Je reviens sur vos questions et réponses. Alors, une première question qui nous vient de Dominique. Comment vous positionnez-vous par rapport à Chargy de Volkswagen? Alors, allons-y, regardons, pour que tout le monde, il y a un lien Internet, ça va permettre à ce que tout le monde comprenne la même chose. Alors, attends, il faut que je repartage le truc. Attends, je vais repartager mon écran. Voilà. Chargy, c'est une solution de type wallbox. Donc, Volkswagen propose, comme on le disait tout à l'heure, Volkswagen propose un package qui est un package voiture plus, voilà. Donc, Volkswagen propose déjà un package qui est un package véhicule plus wallbox. Donc, c'est exactement la même vision que nous. Et Chargy, c'est une application de partage. C'est une sorte de Airbnb de la borne. Eh bien, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, nous, notre vision, c'est qu'à terme, on remplacera la wallbox. Et à la place de la wallbox, vous aurez Selfplug qui permettra de charger la voiture et de manière automatique. Et puis, faire du Airbnb, pareil, avec d'autres gens qui auront des Selfplug aussi dans leur voiture. Voilà, tout à fait. Donc, Chargy pourra continuer à exister et il existera en version Selfplug. C'est tout à fait complémentaire. On est dans la lignée. C'est ça qui est important. On ne change pas, on n'est pas disruptif dans le mode de commercialisation. La disruption, elle n'est pas là. On suit les mêmes modes de commercialisation qu'aujourd'hui. Package, voiture plus wallbox plus installation. On remplace la wallbox par Selfplug et c'est la même chose. Absolument. Donc, les services qui sont mis autour, c'est la même chose. Maintenant, pour en avoir discuté avec des gens de Volkswagen, on peut le dire, ils vont développer des systèmes de véhicules to grid et de stockage. Et on leur a dit, écoutez, pour que ça marche, il faut que les voitures soient branchées. Si vous branchez votre voiture une fois tous les 4-5 jours, et ça, c'est des discussions qu'on a avec tous les constructeurs, eh bien, vous pourrez stocker de l'énergie qu'une fois tous les 4 ou 5 jours.
Alors que si vous la branchez tous les jours, eh bien, vous pourrez stocker, vous pourrez faire du stockage, donc de l'achat et de la revente d'énergie tous les jours. Et vous allez, on leur démontre qu'on fait mieux que tripler les échanges d'énergie entre le véhicule et le réseau grâce à la charge automatique. Et on leur démontre aussi qu'on ne sait pas économiquement offrir d'incentive aux clients qui fassent que le client branche manuellement son véhicule tous les jours. L'incentive qu'on serait capable de lui offrir, ce serait quelques centimes ou quelques euros, et ce n'est pas suffisant pour arriver à convaincre les utilisateurs de brancher manuellement tous les jours. En tout cas, on est totalement compatible avec Chargy, avec ce service-là. Hein. C'est des gens avec lesquels on discute, Volkswagen. La première priorité à eux, c'était de faire ce type de service. La deuxième priorité, ce sera de faire du branchement automatique. Donc, la seule différence que vous aurez, hein, c'est que d'avoir la wallbox là que vous avez au mur, vous aurez la grande unit au sol. Et au lieu d'avoir le câble qui monte vers la voiture et qui est branché manuellement, ce sera sous la voiture que ça se passera, tout ça, et ça se passera de manière automatique. On vous a dit qu'on discutait avec tous les constructeurs, et notamment qu'on avait des affaires en ce moment avec 2 du top 3. Donc, le top 3, c'est Toyota, Volkswagen et Renault. Donc, voilà, c'est les gens avec qui nous travaillons. Alors, hop, arrêtez le partage. On revient. Les autres questions. Alors, on a répondu à la première question qui était là, et je ne vois pas d'autres questions. Alors, est-ce que vous en avez fait sur le truc? Alors, que se passe-t-il si le million n'est pas atteint? Alors, très bonne question. Écoutez, on a mis un minimum. Nous, on pense que le minimum dont on a besoin, c'est 600 000 euros. 600 000 euros, ça nous permettrait de financer l'entreprise jusqu'à la fin du premier trimestre 2022, c'est-à-dire date à laquelle est planifiée la fin de la levée. Maintenant, d'expérience, les choses se passent rarement comme c'est planifié. Donc, si on veut être serein et avoir un pouvoir de négociation vis-à-vis des nouveaux investisseurs, il ne faut pas qu'on soit le couteau dans le dos. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on vise 1 million. Et 1 million, ce surplus, il va nous permettre d'avoir 6 mois de financement supplémentaire. Et ces 6 mois de financement supplémentaire, c'est eux qui nous donneront la sérénité et le levier pour pouvoir, discuter au mieux avec les nouveaux investisseurs et convenir des meilleures modalités qui protègent notre investissement, le vôtre et le nôtre, et qui nous permettent aussi de prendre en compte des retards qui pourraient arriver, soit dans les projets constructeurs, soit dans la recherche des investisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on a cette fourchette qui est située entre 600 000 et 1 million. Et le financement ne viendra pas que de WICID. On a aussi des discussions en cours avec des personnes physiques et des industriels. Maintenant, il faut être clair, du montant levé auprès de nos actionnaires, c'est-à-dire vous, dépendra le montant qu'on sera capable de lever auprès des nouveaux. On aura un effet de levier qu'on espère de l'ordre de 2, mais qui ne pourra pas être au-dessus. Il ne faut pas se dire que si on met 200 000 euros, on arrivera à récupérer x4 auprès de gens de l'extérieur. Ça, je n'y crois pas. x2, c'est dans le domaine du possible. Donc, disons que c'est pour ça qu'on a fixé un objectif à 500 000 euros. C'est peut-être paradoxal, mais plus on arrivera à lever, plus on dérisque la situation. Et mieux, on est dans une meilleure situation pour pouvoir défendre au mieux les intérêts, nos intérêts. En disant nos, c'est je nous comprends, je vous comprends en même temps que nous. On est dans le même bateau. Alors, il y a une question qui est: quelle sera la valorisation pour les WICIDers si tout se passe comme prévu? Alors, il y a obligation convertible sous là, voilà, et levée de fonds de fin d'année, début d'année prochaine. Donc,
la levée en cours, ce sont des obligations convertibles. C'est vous qui avez la main, c'est-à-dire au moment où on fait l'opération, la prochaine levée, vous aurez le choix entre convertir ou vous faire rembourser. Si vous décidez de convertir, vous aurez à ce moment-là un premium par rapport aux conditions que les investisseurs auront négociées. C'est-à-dire que vous aurez 15% de décote par rapport au cours qui sera, à la valorisation qui sera faite avec les investisseurs. Et ces 15% rémunéreront le risque que vous avez pris à nous accompagner. Et ces mêmes 15% s'appliqueront aussi aux partenaires qui vont investir en OC. C'est les mêmes conditions. Aujourd'hui, on a les mêmes conditions qui sont prévues exactement pour vous, WeSeeder, que pour les investisseurs physiques ou les industriels avec lesquels on discute. Alors, y a-t-il eu des avancées depuis les derniers lives? Alors, les derniers lives, il faut être sûr de savoir de quoi on parle. Je pense qu'on parle des lives du sondage qui ont été réalisés début mai. Si c'est le sondage depuis début mai, je dirais oui. Oui, parce qu'on commençait des discussions avec un des constructeurs du top 5 qui vient maintenant mi-juillet pour qu'on parle d'un projet de proof of concept. C'est-à-dire que depuis ces derniers lives, on a fait plusieurs réunions techniques, apporté les réponses à toutes les questions, et ils vont se déplacer, ils vont faire la moitié du tour du monde pour venir à Grenoble, spécifiquement une équipe d'ingénieurs pour venir tester nos véhicules, nos démocars, et pour derrière discuter d'un programme de proof of concept dans lequel on équiperait un de leurs véhicules. Autre point, avec un autre constructeur du top 3, on est en train de démarrer. Là, on attend leur véhicule. On discutait déjà au dernier live, mais il n'y avait pas eu la commande qui était tombée. Voilà. Alors que maintenant, la commande est tombée. La commande est tombée et donc le projet va pouvoir commencer dès que le véhicule arrive à Grenoble. Voilà. Une autre question. Si nécessaire, avez-vous la possibilité par ailleurs de réduire les dépenses d'ici la levée de fonds de 2023, dépenses de développement et autres? Alors, on a réduit beaucoup la voilure dans tout le courant de l'année 2021-22. Comment on a fait? On a repassé le développement. On est en train de développer une 3e génération du système et ces développements-là sont pris en compte par les partenaires industriels. C'est-à-dire, chez nous, on a une personne qui est un ingénieur système, c'est Antoine, et on a un chef de projet. Mais toutes les équipes qui développent la grande unit, la connectique magnétique et qui développent aussi la véhicule unit sont chez les partenaires industriels et les coûts sont supportés par les partenaires industriels. Donc, on est passé d'un burn rate qui était autour de 120 000 euros à de l'ordre de 80 000 euros aujourd'hui. Donc, c'est un effort qu'on a fait important et on aura dans les premiers mois de l'année 2023 encore une petite réduction puisque les développements de la Gen 3 seront terminés et on aura à ce moment-là plus qu'une baisse du burn rate, on va avoir des revenus qui vont être liés au programme de proof of concept et d'advanced engineering. Donc, c'est ça qui va permettre de compenser en partie seulement les dépenses que l'on a actuellement. Alors, une question très pertinente. Si je mets 10 000 euros au pot et si vous n'arrivez pas à faire le bridge, que se passe-t-il de ma mise au pot? C'est simple. C'est super simple. C'est simple et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, la conviction que j'ai, c'est que Self-Plug continuera à vivre, Gullplug pas, et que au pire du pire, imaginons qu'on n'y arrive pas. On ne lève pas suffisamment ou ça ne nous donne pas le temps de pouvoir faire. L'entreprise ira en procédure collective et un mandataire sera nommé. Il arrivera à la conclusion
ça vaut le coup de continuer l'activité, il cherchera un repreneur. Et ce repreneur sera certainement un industriel. Il pourrait peut-être même être un des partenaires ou un de nos concurrents. Parce que le consensus auquel on est arrivé, vous savez, l'industrie, c'est un monde de verre. Il y a de fortes chances que nos concurrents soient eux aussi informés. Et donc, je suis certain que si jamais on n'arrive pas à lever, quelqu'un reprendra et l'histoire continuera, mais elle continuera sans vous et sans nous. Vous et nous, vous en tant qu'actionnaire, nous en tant qu'actionnaire et nous aussi en tant que management. Parce que si un industriel reprend, il mettra en place son propre management. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Et pour éviter ça, il faut qu'on arrive à lever. Et c'est paradoxal, hein, mais plus on arrivera à lever, moins le risque est important. Donc, il y a un point qui est important, hein, c'est que si on n'arrive pas à faire le bridge, les 10 000 € là, que vous mettez maintenant, vous les récupérez. Par contre, la mise au pot que vous aviez fait dans les WICAP précédentes, WICAP 1, WICAP 2, WICAP 3. Oui, précisons, Xavier. Ouais, si vous mettez 10 000 € et qu'on n'arrive pas à atteindre le seuil minimum de 250 000 €, bon, bah OK. Le bridge n'aura pas lieu, vous n'aurez pas perdu vos 10 000 €, vous aurez certainement perdu ce que vous avez investi dans les levées 1, 2 et 3. C'est ça. Si vous mettez les 10 000 €, qu'on dépasse le seuil et que ce n'est pas suffisant, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, le problème, c'est que l'histoire continuera, mais elle continuera sans nous. Et donc, si vous voulez, c'est un peu paradoxal, mais c'est un plat, je dirais, plus on arrive à lever, moins le risque de non-réussite, d'échec est important. Donc, c'est pour ça qu'on insiste. Par ailleurs, c'est un placement qui n'est pas idiot. 9% de rendement, avec la possibilité de soit être remboursé, soit de convertir avec un premium. Et plus on met, plus on dérisque la situation et plus on dérisque ce qu'on a déjà investi dans les levées 1, 2, 3. Sachant qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Où placer son argent? En obligataire, non. En bourse, c'est certainement un peu tôt. Donc, c'est peut-être aussi une façon pas idiote de placer de l'argent dans les 12-24 prochains mois. Alors, la même personne nous posait la question, qui croyait beaucoup au projet, mais selon vous, qu'est-ce qui ferait qu'on ne puisse le mener au bout? La longueur des prises de décision des constructeurs intéressés, le besoin de financement sous-évalué, etc., etc. Aujourd'hui, c'est quoi la raison principale qui nous pose les aléas? Les aléas, ils sont de deux natures pour moi. Les décisions des constructeurs sont plus longues que prévues. Et ça, on a déjà expérimenté. Ça, on l'a déjà vécu. C'est ce qu'on vit tous les jours. Et d'autant plus que le contexte dans l'industrie automobile aujourd'hui n'est pas simple. Les ventes sont extrêmement basses, l'incertitude est très élevée, donc le contexte n'est pas facile. Deuxième nature, on met plus de temps à trouver des investisseurs ou à les convaincre. Alors, à les convaincre, ça peut être pendant les périodes de due diligence, ils soulèvent un point et on a besoin de 2, 3, 4, 5 semaines de plus pour pouvoir y répondre. Donc, c'est ça les deux aléas. Et c'est là-dessus, si vous voulez, compte tenu de l'avancement que l'on a avec les différents constructeurs et compte tenu de l'expérience qu'on peut avoir sur des levées de fonds que nous, on peut avoir et que surtout le banquier peut avoir, on pense que se doter d'une sécurité de 6 mois est suffisant. Et c'est ça qui motive le 1 million d'euros qu'on s'est donné comme objectif. Alors, quelques petites remarques. Les 10 000 € seront récupérés, oui, on confirme bien. Vous mettez 10 000 €, le bridge ne se fait pas, vous récupérez vos 10 000 €. Ce que vous ne récupérez pas, c'est ce que vous aviez mis au pot dans les WICAP avant. De fait, les 10 000 €, si le niveau de 250 000 € n'est pas atteint, vous n'aurez pas versé les 10 000 €. Donc, il n'y a pas de risque là-dessus. Voilà. WICIP confirmera effectivement ça aussi. Bien sûr. Alors, peut-on avoir accès au second live de mai? Normalement, il doit toujours être disponible. Il doit toujours y avoir on va vérifier, mais la réponse est oui, pourquoi pas, bien sûr. Oui, absolument. Alors, si on a sauté une, pourquoi est-ce que les partenaires investiront aussi en OC pour le levier? Oui, on y a répondu à ça. D'accord. Oui. Les partenaires investiront en OC et bénéficieront des mêmes. Les industriels et
et les investisseurs physiques qui viendront avec vous auront les mêmes conditions exactement. Étant obligataire et non pas actionnaire sur cette levée, le repreneur ne sera-t-il pas redevable au minimum de la dette? Si, bien sûr, en tant que, c'est-à-dire le repreneur, lui, il doit faire son affaire des dettes, donc il renégociera les dettes. Et c'est vrai qu'en tant qu'obligataire, vous êtes mieux protégé qu'en tant qu'actionnaire. C'est-à-dire que vous êtes à un rang plus élevé qu'un actionnaire. La réponse est oui. Je pense que le branchement automatique est une évidence, comme maintenant le régulateur de vitesse, frein automatique, carte main libre. Il n'y a plus qu'à convertir l'essai. Je trouve que Jean-Marc, c'est une très bonne conclusion et nous, on partage à 250% votre point de vue. Et ça, si vous voulez, je pense que c'est… Nous, on en était convaincus. Moi, si j'ai rejoint l'entreprise, c'est que je le pensais. Maintenant, une des avancées des 12 derniers mois, c'est qu'on a réussi à convaincre, ou certains constructeurs ont fait leur chemin tout seuls, ou on les a convaincus, mais aujourd'hui, c'est un consensus. C'est-à-dire que le consensus, c'est que la charge automatique résout les problèmes que les gens qui ont des véhicules thermiques aujourd'hui se posent, et ça va débloquer les freins pour passer à l'électrique. Et deux, les bénéfices du véhicule to grid ne sont atteignables que si on branche le véhicule en automatique. Et ça, c'est un consensus aujourd'hui. Vous avez de plus en plus de constructeurs qui pensent ça. Et donc, la logique, c'est qu'il faut un système de connexion automatique. Et comme on s'est donné, nous, comme objectif de développer le système qui est le plus abordable, c'est le seul qui puisse se vendre au prix que la majorité des clients sont prêts à payer. Donc, c'est celui qui va faire les volumes. Non, mais moi, je pense que c'est important que vous partagiez bien, que vous compreniez bien que ce branchement automatique, il va arriver sur le marché, c'est sûr. La self-plug, je suis convaincu, moi, que ça arrivera sur le marché parce que c'est le moins cher. C'est donc ce que le marché choisira. La seule question qu'on a, c'est est-ce que c'est fait par nous, avec vous et nous, en actionnaire, ou est-ce que c'est fait par d'autres, hein? C'est la seule question qu'on a à traiter à l'heure actuelle. On est tous convaincus maintenant que le branchement automatique arrive, hein, et ce sera la self-plug. Alors moi, en tant que fondateur de la boîte il y a 8 ans, je serais heureux de voir des self-plugs sur le marché, hein. J'aurais déjà réussi un truc. Maintenant, la question clé, c'est est-ce que je le réussis jusqu'au bout ou est-ce qu'on s'arrête maintenant parce qu'on n'y est pas arrivé? Et c'est d'autres qui reprennent, quoi. C'est le seul problème qu'on a est là, hein. Alors, il y a une dernière question. Pouvez-vous revenir un instant sur les leviers que vous pourriez mettre en œuvre dans le cas où la levée actuelle serait un peu juste pour atteindre 2023? Alors, 1, il y a une levée auprès de vous, WeSeeder. 2, on aura un effet de levier auprès d'investisseurs personnes physiques et d'industriels. 3, ce qu'on a déjà fait, c'est de réduire notre cash burn. On l'a réduit en repassant le maximum de choses aux partenaires industriels. Donc voilà, c'est les 3 leviers. Et on a actionné un levier qui nous a quand même pas mal aidé, c'est la cession du business capteur, hein, qui nous a rapporté, qui va nous donner plusieurs mois de financement qu'on a mis en œuvre là au premier semestre. Alors, il y a quelques petites questions. Question technique. On conseille aux utilisateurs de téléphones portables de laisser se décharger la batterie au maximum pour optimiser sa durée. N'est-ce pas contradictoire avec l'usage quotidien de la self-plug? Alors, je vous remercie pour cette question technique. Elle est très pertinente. Alors déjà, elle me fait réagir moi fortement parce que je ne sais pas trop qui vous conseille en termes de téléphonie portable de laisser se décharger la batterie au maximum. C'est une grave erreur. Il ne faut surtout pas faire ça avec des téléphones portables et des batteries lithium-ion. Il faut surtout ne jamais décharger sa batterie. Ça, c'était vrai avec les vieilles batteries, les batteries au plomb, les batteries nickel-cadmium. Le nickel-cadmium, c'est ce qui équipait les premières générations de voitures électriques. Donc celles-là, il fallait les décharger au maximum pour éviter des phénomènes de cristallisation et donc des phénomènes d'effet mémoire. C'est comme ça que ça s'appelait, de l'effet mémoire des batteries. Il fallait vraiment vider les batteries pour être capable d'avoir la meilleure performance de la batterie. Mais ça, avec les nouvelles technologies lithium-ion, celles qu'on a dans les téléphones portables aujourd'hui, dans les PC sur le bureau là aujourd'hui, ou dans les voitures électriques, ces technologies lithium-ion, il ne faut surtout pas les décharger.
Donc, Elon Musk, le patron de Tesla, dit souvent que l'optimum, c'est entre 50 et 80%. On peut en fait, en vrai, descendre jusqu'à 20-30%. Il faut guère monter au-delà de 80%. C'est pour ça que les constructeurs de voitures mettent des protections pour ne jamais dépasser les 80%. Donc, quand on vous dit votre batterie est chargée à 100%, en vrai, elle est chargée qu'à 80% pour ne pas l'abîmer. 95. Alors, il y a des cas de figure où il y a des constructeurs qui autorisent d'aller à 110 ou 120%. Tesla le fait quand vous avez un long parcours à faire. Mais en vrai, il ne faut surtout pas les décharger. Donc, franchement, voilà, l'intérêt de la self-plug, c'est de faire du branchement quotidien et d'éviter de puiser dans sa batterie pour ne pas l'user. On arrive comme ça, point de vue du CEA, grand expert des batteries, on arrive à plus de doubler la durée de vie d'une batterie si on la charge régulièrement à faible vitesse pour ne pas l'échauffer et pas la faire l'abîmer par l'échauffement, et si on la charge sans avoir déchargé la batterie, donc en la maintenant au-dessus de 50%. Donc c'est une fenêtre de tir là qui est très très connue des grands experts des batteries, et c'est ça qu'on autorise, c'est ça que permet de faire la self-plug. Donc avec une self-plug, votre batterie elle durera longtemps, 2 fois plus longtemps que sans la self-plug. C'est un peu contre-intuitif, ça va contre ce qu'on entend souvent, mais c'est un consensus là aussi. Le fait de brancher automatiquement tous les jours permet de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de charge de batterie. On ne fera plus une stratégie comme on faisait avec le réservoir d'essence, on attend que ça se vide et puis après on remplit et on y va quand c'est vide. Là, c'est tous les jours et on essaye de maintenir la charge de la batterie dans une plage qui est, allez, on va dire entre 80 et 50%, et on charge à faible puissance. Et 85% de l'énergie qui va être consommée dans la vie du véhicule sera chargée depuis le point de stationnement à travers self-plug et avec cette stratégie nouvelle de charge de batterie. Si on décide de convertir l'obligation, les intérêts sont-ils payables? Oui, les intérêts seront payables, seront payés. Payés, plus que payables, ils seront payés. Il me semble me souvenir qu'il y avait des histoires de royalties vis-à-vis des partenaires industriels dans un futur plus ou moins proche. Pouvez-vous développer, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc, les partenaires, les royalties concernent, dans un sens, le partenaire avec lequel nous développons le système, qui finance les frais de développement et qui sera payé en retour sur des royalties sur les ventes futures de la grande unit. Ces royalties sont déjà fixées, c'est un pourcentage du prix de vente qui est dégressif avec les volumes. Il y a aussi des royalties dans l'autre sens. Alors là, dans l'autre sens, ça veut dire que le fournisseur qui va vendre la véhicule unit au constructeur nous rétrocédera des royalties sur le prix de vente de la véhicule unit. Et là aussi, ça fait partie des contrats qui sont en cours de négociation et dont les termes sont déjà agréés. Et là aussi, c'est du même ordre de grandeur, c'est des pourcents et c'est dégressif en fonction des volumes, du cumul des volumes. Moi, j'aurais envie de dire en fait que c'est du très classique. C'est très classique, on est dans les standards de ce qui se pratique dans l'automobile. Donc, les pourcentages en question, c'est de l'ordre de 5% pour décroître à 2, 2,5 dès que les volumes augmentent, et c'est valable dans les deux sens. Le risque de copie asiatique est-il possible? Ah, il est certain. Il est plus que possible. Il est certain. Et alors, comment on s'en protège? Les brevets. Bon, mais les brevets, ce n'est pas ça la vraie protection. La protection, c'est la vitesse et c'est le fait aussi qu'on a décidé de privilégier les contacts avec les constructeurs non chinois, qui représentent aujourd'hui quand même plus de 80% des volumes. Et on aura, à partir du moment où on aura solidifié notre portefeuille de brevets, qui est un effort permanent, qu'on aura des affaires avec les plus grands constructeurs non chinois, à ce moment-là, on sera suffisamment fort pour aller sur le marché en Chine. Voilà, c'est ça la stratégie. Donc, la protection, c'est brevet, vitesse et sélection. Sélection des clients et ne pas se découvrir trop tôt
auprès des constructeurs asiatiques. Il y en a un dernier, c'est un secret de fabrication. Celui-là, il arrivera quand il y aura des vrais volumes. Mais quand il y aura des vrais volumes, on sera obligé de faire du plastique aimant lié. Et là, il y a un secret de fabrication dont on dispose et dont ne disposent pas les Asiatiques. Et là, il n'est pas possible pour un autre ingénieur d'ouvrir le produit et de comprendre la recette. Alors pour l'instant, ce n'est pas vrai. Pour l'instant, on utilise des aimants discrets pour faire nos prototypes, nos preuves de concept et autres. Mais on sait que dès qu'il y aura du volume, ça fait du sens de passer en plastique aimant lié avec une recette qu'on sera les seuls à disposer. Alors, des questions? Eh ben, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Alors, oui, on est arrivé au bout des questions. Donc, on a répondu à tout. On en a 10 en tout, plus celles qui sont… Ouais, dans le forum de discussion. Je crois qu'on a traité tout là. À moins que j'ai oublié quelque chose. Si jamais j'ai oublié une question, il faut la reposer dans les questions-réponses. Oui, il n'y a plus qu'à investir. Nous, on est bien d'accord, on est bien contents. On est bien convaincus. Et j'espère qu'on vous aura convaincu aussi. Alors, ce soir, combien de personnes connectées? Vous n'êtes pas très, très nombreux. Vous êtes 6 à être connectés sur le live. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle on a prévu de faire 3 lives pour avoir plus de monde. Et puis, il y a beaucoup de gens qui regardent le replay des lives. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est enregistré. C'est pour ça qu'il y aura un replay dès demain. Et c'est pour ça qu'on repasse en live jeudi et qu'on repassera encore en live lundi prochain pour pouvoir toucher le plus de gens possible entre les gens qui peuvent participer en direct et les gens qui participent à travers les replays. Alors, ce qui serait important pour ceux qui sont convaincus, c'est de relayer cette information-là, de dire que vous avez assisté au live, qu'il faut regarder, qu'il faut… donc, absolument, vous êtes les meilleurs ambassadeurs. Voilà, le relais est le plus important. Et on compte sur vous pour que justement on puisse mobiliser la communauté. L'entreprise est dans un moment qui est clé pour son avenir, et donc on compte sur vous pour nous aider à mobiliser. Merci de faire le buzz, effectivement. Écoutez, on arrive quasiment au bout de l'heure. Ce qu'on peut dire aussi peut-être, c'est que pour l'instant, il y a 5% des souscripteurs WICAP 1, WICAP 2, WICAP 3 qui ont resouscrit à travers cette WICAP 4 d'obligation convertible. 5% pour l'instant seulement. Il en reste 95% à convaincre. Au moins la moitié, ce serait bien. Le sondage qu'on avait fait en mai prouvait 5% aujourd'hui ont l'intention d'investir près de 50 000 euros. C'est ça. Alors, je ne sais pas si on ne va pas multiplier par 20, mais on multiplierait par 10, et bien ça y est, on est bien, on commence à être très bien. Si on peut faire mieux, on fait mieux. Il faut bien plus on fera, moins ce sera risqué. Et par ailleurs, pensez à une chose, c'est que c'est un placement pas idiot dans le contexte actuel. Donc, plus on met, moins c'est risqué, et c'est un placement qui est intéressant compte tenu du contexte très incertain actuel, sur lequel je ne reviendrai pas, on le connaît tous par cœur. Il est 19h58, on avait prévu 1 heure, on a tenu l'heure. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, à moins que j'ai raté quelque chose, mais je crois que non, on a vraiment fait le tour et tout est bon. Donc on vous remercie d'avoir participé, on vous remercie pour vos souscriptions, on vous remercie pour le buzz que vous allez faire et pour votre aide pour qu'on puisse réussir ce bridge. Merci à tous et je l'espère à très bientôt. Bonsoir. Bonne soirée à vous.